Yahweh na boboto. Les Français et les Américains. Hein? Si vous avez le pitié de nous autres, de toutes les façons, nous demandons la paix. Pas l'hôpital. L'hôpital ne fonctionne pas. Alors, il signe. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas à manger. Alors, nous sommes en train pas de médicaments, même vraiment les moyens de se déplacer, mais des déplacements difficiles. Nous vivons vraiment, en tout cas, ça ne va pas. Bonjour Michel. Alors évidemment, on va parler aujourd'hui pour la revue de la presse africaine, on va parler d'abord du Congo. Et bon, de ce qui se passe en RCD et puis surtout à Washington. Well, Therese Kayakwamba Wagner is the foreign minister of the Democratic Republic of the Congo. I asked her if she's optimistic after the meeting. I think there's a lot of optimism, but there's also a lot of expectation. Donc, il y a eu un accord à Washington entre qui et qui? Alors, en fait, c'est une signature au niveau des présidents de l'accord de paix qui avait été signé au mois de juin entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Donc là, la signature qui a eu lieu hier devait entériner les signatures qui ont eu lieu quelques mois auparavant. Je ne sais pas si tu as vu l'ambiance. Les deux présidents se sont ignorés. Ils ne se sont pas salués la poignée de main, généralement à la fin de ce genre de rencontre. Et c'est qui vient donner ce semblant d'accord. Mais même ça, il n'y a pas eu. L'ambiance était vraiment glaciale. On sent bien que, bon, c'est pour la forme, mais personnellement, je reste vraiment sceptique sur cela. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent et je fais partie des personnes qui espèrent, mais ayant été plusieurs fois déçu parce que ce n'est pas le premier accord qui est signé entre le Rwanda et la RDC. Depuis ces 30 années passées, il y en a eu plusieurs, mais ça n'a jamais abouti. Alors, qui est cette dame Elle, c'est la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. On va l'écouter, d'accord? And I think we want to focus on the expectations that are very legitimate. After 30 years of war, I think it is completely legitimate and expected to have all sides, all signatories have high expectations towards this agreement that was signed today. Optimism is something that we will have to build with time, with measures that will bring back trust between the different stakeholders. Oui, alors là, rien n'est vraiment signé, quoi. Ce qu'elle me dit, elle nous dit, bon. Oui, mais elle utilise le langage diplomatique. Oui. Elle essaie juste d'utiliser un langage qui fait passer un certain message, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose. Et puis, regarde un peu l'image qu'il y a. Le président américain a le document ouvert, signé. Oui. Le président rwandais a le document ouvert, signé. Le président congolais a le document fermé. Comme si jamais il disait j'attends de voir avant d'ouvrir et de montrer qu'il y a vraiment eu quelque chose. Donc, ça reste encore en promesse, mais concrètement sur le terrain, ce n'est pas évident. Surtout que, en dépit du fait qu'ils ont signé hier encore, sur le terrain, il y avait des combats entre le M23 et les forces de la République démocratique du Congo. Oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que Trump a pu dire de tout ça? Je crois que j'ai quelque chose. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved. We're sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries. And we're going to
take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. Oui, en fait, il n'en a rien à faire. Non, en fait, personnellement, et ça n'engage que moi, et malheureusement, il y a des personnes avec qui je parlais qui parlent un peu comme moi. L'accord de paix, c'est juste une façade. La vraie raison, c'est que les États-Unis cherchent à récupérer son petit retard qu'il a par rapport aux terres rares, aux minerais critiques, etc. Parce que la Chine domine sur ce domaine-là. Et il ne voudrait pas nécessairement être tributaire de la Chine. Donc, il va vouloir faire ce genre d'accord où l'accent est mis sur le business, peu importe les conditions des personnes. On voit par exemple que cet accord ici, même si jamais il semble être prometteur, il y a plusieurs choses qui posent problème. Premièrement, toutes ces victimes depuis plus de 30 ans, on parle de plus ou moins 12 millions de morts. Certains vont même à 18 millions de morts. Leur sort, leur condition n'a pas été traitée du tout. On n'a pas traité la question sur les crimes que le Rwanda a commis en agressant un pays souverain. Ils ont leurs troupes toujours en RDC. Et ça n'a pas été traité. En fait, on a même assujetti la victime dans le rôle de celui qui doit faire des efforts. Il faudrait que la RDC prouve qu'ils ont suffisamment eu un contrôle sur les FDLR pour que les forces de sécurité du Rwanda qui occupent le territoire congolais puissent quitter le territoire congolais. Donc, c'est à la victime de maintenant faire des efforts pour que l'agresseur estime que oui, je trouve que tu as fait suffisamment d'efforts, donc je vais me retirer. Donc, ça n'a pas été traité. On n'a pas mis en place une structure un tribunal pour l'Est de la République démocratique du Congo, où il y a eu des victimes, où il y a eu des réparations. Ça n'a pas été traité. On n'a pas traité le pillage que le Rwanda a commis vis-à-vis de ressources de la RDC. Au contraire, cet accord blanchit le Rwanda. On légalise même la position du Rwanda par rapport à cela. Donc, les vraies raisons n'ont pas été placées. Et en plus, un dernier point que je vais souligner là-dessus, c'est le fait que par rapport aux minerais, la responsabilité de la République démocratique du Congo, sauf erreur de ma part, ce serait juste l'extraction des minerais. Mais le traitement et l'expédition se fera au niveau du Rwanda. Ah oui. Et oui. Donc, quand le président... Garder les mêmes filières, alors. Il faut garder les mêmes filières. Non seulement qu'on garde les mêmes filières, mais on les légalise. C'est ça qui me pose un problème à moi personnellement. Alors, on va voir un peu... Alors, rappelons un peu ce que faisait la Commission européenne là-dessus. Ce que vous avez entendu, ce qui se passe à l'est du Congo, ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Alors ça, c'est un parlementaire européen qui plaide pour le Congo. Mais j'aimerais retenir aussi M. Mariani, qui nous disait quelque chose justement sur le Congo. Je crois que c'est ça.
Madame la commissaire, vous avez déclaré le 30 octobre dernier, à l'occasion du déblocage de 9 millions d'euros, que la crise humanitaire en République démocratique du Congo est l'une des pires de notre époque et que l'ampleur des souffrances est immense et mérite toute notre attention. Pourtant, cette attention fait, à mon avis, cruellement défaut au moment même où la République démocratique du Congo en a le plus besoin, puisque Kigali et Kinshasa doivent signer après-demain à Washington un accord de paix sous l'égide de Donald Trump. Le silence des services de la haute représentante et de la Commission contraste mal avec l'affreuse réalité du terrain que vous connaissez. Dans le Nord Kivu, en novembre, 89 civils ont été tués dans un dispensaire, dont au moins 20 femmes, selon les informations de la MONUSCO. Parmi les victimes figuraient même des patientes venues là pour accoucher. Dans le sud Kivu, les rebelles soutenus par l'armée rwandaise avancent maintenant vers l'ouest. Madame, en 2024, vous aviez eu le courage de pointer clairement du doigt la responsabilité des troupes de Kagame dans ce conflit et l'implication rwandaise. Aujourd'hui, à l'aube d'un potentiel accord, que fait la Commission pour contraindre le Rwanda et ses milices du M23 et faire en sorte que les massacres s'arrêtent? Il y a un an, quasiment, 10 mois, nous avions voté dans cet hémicycle une résolution pour demander à ce que des sanctions soient prises contre le Rwanda, à ce que nous fassions pression pour que le Rwanda s'arrête. Aujourd'hui, on apprend que 900 millions d'euros sont prévus au contraire pour le Rwanda dans le Global Gateway et qu'en échange, le Rwanda continue à occuper et continue à financer ses milices. Oui. Et alors, c'est fou, hein, la position de l'Europe. Oui. En fait, généralement, au niveau de l'Union européenne, on voit souvent M. Mariani et M. Botenga, les deux intervenants que tu as passés, parler de la République démocratique du Congo. Et il y a eux et quelques rares autres personnes. Mais dans l'ensemble, personne n'évoque quelque chose de concret en rapport avec la situation à l'est du Congo. Bien sûr, l'année dernière, on en a parlé parce que l'information était vraiment portée sur le sujet. Il était question, par exemple, de suspendre l'accord que le Rwanda a signé avec l'Union européenne pour les minerais stratégiques. Cet accord qui devait être réévalué pour éventuellement être cassé, n'a jamais été cassé et le Rwanda continue à fournir des minerais à l'Union européenne. Des minerais qu'il n'a pas sur son propre territoire. Donc, faisant de l'Union européenne jouer le rôle du reseller, parce que c'est du resell. Vous êtes en train de détenir des biens qui ont été volés quelque part et vous les gardez. Bon, au-delà de cela, l'Union européenne finance le Rwanda dans le cadre justement de l'apport de l'armée rwandaise à différents points de l'Afrique, mais cet argent-là contribue justement aussi à financer les proxys du Rwanda, dont le M23, qui continue de sévir. Et c'est là où tu vois encore un autre problème, c'est que l'Union européenne, quand je regarde la situation, comment ils se lèvent, ils sont en train de tempêter, de vociférer contre la Russie, disant voilà, la Russie occupe un territoire qui n'est pas le sien, etc. et tout, et tout. Il n'y a pas un mot, pas une condamnation par rapport à une situation similaire qui se passe en RDC et on ne dit absolument rien. L'idée, ce serait plutôt de dire on parle business ici, circuler, il n'y a rien à voir. Oui. Et alors, apparemment, les combats continuent. Les combats continuent. Comme je disais tantôt, jusqu'hier encore, il y avait des combats qui se poursuivaient dans le sud du Kivu, où on continue toujours à se battre. Ouais. Nous ne prenons pas part à leurs négociations. Ils nous disent souvent que la guerre va prendre fin, mais ça devient une habitude. Les tueries se poursuivent le lendemain. Pour nous, c'est un échec. Oui, ça devient une habitude. C'est vrai, elle a raison. Oui. Elle a tout à fait raison, parce que
comme je l'ai dit, ça fait 30 ans qu'on parle d'accord de paix. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'il y a une solution qui doit être donnée. Ça fait 30 ans que tout le monde est en train de condamner, mais ça reste encore plus au niveau du vœu pieux que des faits concrets sur le terrain. Morale des Bukaviens se mesurait au niveau de fréquentation de Niawera, ce marché situé en plein cœur de la ville, contrôlé par la FCM 23. On pourrait dire qu'il est en berne. Ici, la clientèle se fait de plus en plus rare. Les banques font défaut et l'argent ne circule pas. En cause, d'après ces commerçants, la situation confuse et meurtrière qui persiste sur les lignes de front et qui semble éloigner pour beaucoup ici la perspective d'une paix promise dans 2 jours à Washington. Aucune suite est favorable pour la population. C'est toujours nous, population, qui souffrons. C'est comme si ils signent pour nous tuer après. Un sentiment que partagent de nombreux habitants des Kivu, notamment les premiers touchés par ces combats qui n'ont jamais véritablement cessé, comme ici à Beni, 500 km plus au nord. Pour les déplacés comme Massika, les discours saluant les progrès à Doha ou Washington dissonnent avec leur réalité quotidienne. Nous ne prenons pas part à leurs négociations. Ils nous disent souvent que la guerre va prendre fin, mais ça devient une habitude. Les tueries se poursuivent le lendemain. Pour nous, c'est un échec. Sinon, on serait déjà de retour chez nous, dans nos villages. Depuis Bien sûr. C'est fou. Et le problème dans tout ça, c'est que toutes ces personnes sont en train de parler, mais sur le terrain, il y a toujours de meurtres, il y a toujours de déplacements. Il y a à peu près 7 millions de Congolais qui sont déplacés. Dans le territoire congolais et hors du territoire congolais, il y a toujours de l'insécurité, il y a toujours du viol, il y a toujours des assassinats, l'argent ne circule pas, il y a des crises humanitaires qui commencent de plus en plus à s'installer. Il y a des maladies, des épidémies qui sont en train de refaire leur retour. La rougeole est là. Et c'est généralement dans ces zones-là que de temps en temps, on a des pics de Ebola qui vient et qui repart. Donc, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il n'y a rien de concret. Dernièrement, il y a quelques semaines, où la France était en train de dire qu'il fallait intervenir dans la région, il fallait réouvrir l'aéroport de Goma, etc. et tout. Non seulement que c'est resté au stade des propos, il n'y a rien de concret sur le terrain, mais en plus de cela, le Rwanda était en train de dire de quoi la France se mêle. Ce n'est pas à la France de dire à quel moment l'aéroport de Goma doit être ouvert. Excusez-moi, c'est une situation qui est censée se passer en RDC. Si le Rwanda n'avait vraiment pas une implication directe, ce qui se passe en RDC ne devrait pas le concerner. Ben oui, ça devrait concerner le M23 alors. Exactement. Et comme on sait que le M23, c'est l'extension du gouvernement rwandais et des forces armées rwandaises, donc ça s'explique. Ouais, c'est un vrai scandale. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce que bon, qu'est-ce qu'on peut espérer de Trump? De Trump? Honnêtement, personnellement, je n'espère pas grand-chose. Parce que Trump, dans ses accords qu'il est en train de signer, ce n'est pas vraiment le bien-être des Congolais qu'il est en train de porter à cœur, parce que lui, c'est le point sur lequel il insiste, et ça fait partie de son ADN, c'est un homme d'affaires. Il cherche à faire des affaires. Les morts, etc., on essaie de ne pas trop mettre l'accent dessus parce que ça amènerait une situation où le business ne se fera pas bien. C'est pour ça qu'on va essayer de créer une situation, prétendre qu'il y a une forme de paix, mais la vraie raison de cet accord de paix, c'est surtout la dimension économique qu'il est en train de viser, non seulement par rapport aux minerais, mais aussi par rapport à cette image qu'il veut se donner de faiseur de paix. Il est en train d'insister, voilà, j'ai pacifié 8 zones de combat, mais quand on prend la peine de creuser un peu et de regarder les différentes zones qu'il prétend avoir pacifiées, soit il n'y a pas eu de crise, soit il n'est pas intervenu, soit il intervient juste en parlant, mais sur le terrain, il n'y a rien de concret. Mais entre-temps, quand on connaît quelque part le discours du président Trump, il n'a
il n'a que faire des Africains. Là, dernièrement, il y a juste, je crois, hier ou avant-hier, il y a encore eu une nouvelle polémique où il a traité les Somaliens d'ordures. Oui, on va la voir d'ailleurs, And they contribute nothing. The welfare is like 88%. They contribute nothing. I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I can say that about other countries, too. I can say it about other countries, too. We don't want them to hell. We have to rebuild our country. You know, our country's at a tipping point. We could go bad. We're at a tipping point. Ouais. Ça n'a rien de surprenant. On se souvient lors de son premier mandat qu'il avait traité les pays africains des pays de merde. Donc, ça ne me surprend pas. Même avant cette signature de l'accord entre le Rwanda et le Congo, à un moment, il avait, quelques mois avant, on lui a posé la question et il a dit le Congo, d'ailleurs, je ne sais même pas où c'est le Congo en question. L'Afrique n'est pas une préoccupation pour les États-Unis, sauf si jamais ils peuvent en tirer quelque chose. Et puis Trump, il a peut-être un certain ressentiment par rapport aux Somaliens aussi. Il ne faut pas oublier que les Somaliens, ils ont foutu les Américains dehors. Hein. Oui, mais je pense que s'il n'était question pour lui de pouvoir faire affaire avec les Somaliens, il allait pouvoir le faire. Il n'a pas d'affaires à faire avec les Somaliens, c'est pour ça qu'il s'en moque. Et même si jamais il y a des antécédents du fait que la Somalie a longtemps exprimé sa position contre les États-Unis. D'ailleurs, je crois même qu'il y avait une sénatrice américaine qui est d'origine éthiopienne ou somalienne, je crois somalienne, qui était toujours contre Trump. Donc, ça ne fait qu'attiser un peu la rancœur qu'il a vis-à-vis d'eux. Et puis, les Américains, quand même, ils ont joué aussi avec les Somaliens. Parce que, rappelons-nous, quand il y avait Siad Barre, qui était Coco, qui était du côté soviétique, eh bien, ils ont poussé les tribus à se révolter contre Siad Barre. Et puis, quelques années plus tard, ils sont venus les taper en revenant pour une... comment on appelait ça? Ah oui, c'était humanitaire, c'était une opération humanitaire. Oui, mais ça n'a rien de surprenant, surtout dans les années 60, 70, 80 à peu près. Les États-Unis ont contribué à déstabiliser beaucoup de pays africains. Parce que c'était l'époque de la guerre froide et il suffisait qu'un pays ait une tendance pro-soviétique pour qu'automatiquement ils deviennent des ennemis. C'est d'ailleurs pour ça que pendant un moment, Mobutu est resté au pouvoir parce qu'il était vraiment le contrepoids des Américains contre le pays soviétique, pratiquement les pays africains de tendance soviétique. Parce que quand on regarde par exemple le Congo, on avait l'Angola qui était pro-soviétique, le Congo-Brazzaville qui était pro-soviétique. Oui, enfin, l'Angola, elle était pro-soviétique et en même temps, elle était en pleine guerre civile. Exactement. Et les Américains n'y sont pas innocents. La situation, même au niveau du Congo de l'époque, puis du Zaïre, les Américains ont eu à intervenir. Et même à la fin de Mobutu, comme je l'avais dit la fois passée, c'est l'ambassadeur vous imaginez l'ambassadeur des États-Unis qui vient dire au président, tu dois quitter le pouvoir. Si tu ne le fais pas à la fin de la journée, tu vas mourir, ton corps va être traîné dans les rues de Kinshasa. C'est très grave. Ah oui, c'est assez étrange, c'est le cas de le dire. Alors, la Guinée-Bissau, qu'est-ce qui se passe en Guinée? Ben, la situation de ce côté-là n'a pas changé. Que s'est-il vraiment passé en Guinée-Bissau, pays d'Afrique de l'Ouest, où le chef de l'État sortant
a été renversé par un drôle de coup d'État survenu alors que l'on attendait les résultats de la dernière élection présidentielle à laquelle il s'était présenté. Un coup d'État perpétré par des militaires proches de lui qui ont jeté ses opposants en prison ou les ont conduits à la clandestinité ou à l'exil. En tout cas, selon l'ancien président Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, qui dirigeait la mission d'observation électorale des sages de l'Afrique de l'Ouest, ce qui s'est passé est loin d'être un vrai putsch. C'est un coup d'État cérémonial. Nous avons traduit un extrait d'une de ces prises de parole. Qu'est-ce que c'est un coup d'État cérémonial? Bon, je suppose qu'ils sont en train de faire référence au fait que le président Embalo était dans une... Parce que la Guinée-Bissau était en période électorale à ce moment-là. Ils étaient en train de dépouiller les résultats. Le gouvernement du président Embalo, le président sortant qui était au pouvoir, se déclarer vainqueur, mais de l'autre côté, il y avait aussi le candidat principal de l'opposition, M. Dacosta, qui lui aussi disait qu'il était vainqueur. Alors, le général Ntam, qui était le chef d'état-major, se serait fait passer pour quelqu'un qui aurait organisé un coup d'État afin non seulement de mettre fin au dépouillement, parce que ils ont fini par dire qu'il y avait des urnes qui ont été détruites, donc il n'y a pas moyen vraiment de pouvoir donner des résultats. La commission qui supervisait les élections ne peut pas donner des résultats pour entériner ou nier le fait que l'un ou l'autre des candidats aurait gagné. C'est ainsi que le chef d'état-major a fini par faire un coup d'État pour devenir le président temporaire pendant 1 an, pendant que le président sortant, qui aurait été arrêté puis s'est réparti en exil au Sénégal pour enfin se retrouver au Congo-Brazzaville, alors que le chef de l'opposition, lui aussi, est sorti du pays et il serait au Nigeria. Donc, le président sortant, Embalo, ne va pas être poursuivi ni tenu responsable de sa gestion pendant le temps où il a dirigé. Mais ça semble être une situation assez récurrente en Guinée-Bissau, parce que je crois que c'est la 12e ou 13e situation de coup d'État qui se passe dans ce pays-là. Il y en a eu 5 qui ont réussi. Le 5e, c'est celui-ci. Mais est-ce vraiment un coup d'État? De plus en plus, les gens sont en train de dire que c'est juste une manœuvre qui a été faite pour que le président Embalo, qui perdait, d'après cette source-là, qui perdait les élections, pour ne pas être tenu responsable des choses, et peut-être il y a des détournements ou autre chose, je n'en sais rien, qu'ils ont organisé ce coup d'État d'apparence afin que ce dossier-là soit fermé et que son homme de confiance prenne la place. Donc ça change pas du tout de régime. Non, ça ne change pas du tout de régime. Il n'y a pas un basculement vers d'un côté ou d'un autre. C'est toujours non. Le général Ntam était le bras droit de l'homme de confiance du président Embalo. Donc, ça ne change absolument rien. Ce serait comme dirait le proverbe bonnet blanc et blanc bonnet. Alors, on va partir au Liban parce que au Liban, il y a toujours des bombardements. Là, c'était avant-hier, au sud du Liban. Non, hier même, hier au sud du Liban. C'est quand même invraisemblable. Hein. C'est surprenant. C'est le feu de tous les jours. De tous les jours, il y a le feu. Mais c'est fou, hein. C'est complètement fou. Et n'oubliez pas qu'il a été question de paix entre justement Israël et ses voisins. Mais les choses ne changent pas là-bas non plus. C'est fou. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Et puis, pour un plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Les Français et les Américains,
Si vous avez le pitié de nous autres, de toutes les façons, nous demandons la paix. Pas l'hôpital. L'hôpital ne fonctionne pas. Alors, il signe. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas à manger. Alors, nous sommes en train de pas de médicaments, même vraiment les moyens de se déplacer, mais des déplacements difficiles. Nous vivons vraiment, en tout cas, ça ne va pas.